Alors que les États-Unis ont un nouveau président, retournons en arrière pour évoquer tous les anciens locataires de la Maison-Blanche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, parlons d'un ancien vice-président, un homme plein de secrets, Richard Nixon. I will faithfully execute the office of President of the United States. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We will make America great again. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. L'élection présidentielle de 1968 se déroule dans un climat de violence aux États-Unis. L'assassinat de Martin Luther King provoque des émeutes dans le pays. 2 mois plus tard, le 6 juin 1968 toujours, Robert Kennedy, le frère de l'ancien président JFK, est à son tour assassiné alors qu'il est en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Dans ce contexte difficile, 3 candidats sont opposés dans la course à la Maison-Blanche. Le candidat indépendant George Wallace attire le vote des ségrégationnistes et des plus conservateurs. Dans le camp démocrate, c'est le vice-président de Lyndon Johnson, attention prononciation bien française, Hubert Humphrey, pour lequel votent les minorités, mais c'est bien le républicain qui obtient le vote de la majorité. Richard Milhouse Nixon devient le 37e président des États-Unis. Mais avant d'être président, Nixon a eu une longue carrière politique. En 1952, il se présente à la vice-présidence des États-Unis sur le ticket de Dwight Eisenhower, mais dans la dernière ligne droite de la campagne, Richard Nixon fait face à de graves accusations de corruption. Il se défend alors en direct à la télévision devant plus de 60 millions de téléspectateurs. Là, il joue la carte de la transparence et donne le détail de son patrimoine étonnamment modeste. Il joue ensuite la carte de l'émotion et avoue que sa femme ne peut pas toujours se payer ce qu'elle veut et que le couple a longtemps économisé pour se payer une maison. Pat doesn't have a mink coat, but she does have a respectable Republican cloth coat. And I always tell her that she'd look good in anything. Et à la fin de son discours, il avoue avoir reçu un cadeau pendant la campagne. We did get something, a gift, after the election. Tous les spectateurs sont alors pendus à ses lèvres. Le candidat au second poste de l'État va-t-il se discréditer en direct devant des millions d'Américains ? Eh bien non, il joue sa dernière carte et baigne dans le pathos. Il raconte qu'un Texan a entendu à la radio que ses filles voulaient un chien. Alors cet homme a envoyé un chien à la famille Nixon. La voix enrouée, les yeux humides, il conclut. And you know, the kids, like all kids, love the dog. And I just want to say this right now, that regardless of what they say about it, we're going to keep it. Traduction, mes enfants adorent ce chien et quoi que les gens disent, nous allons le garder. En sortant du plateau, Richard Nixon pense avoir lamentablement échoué dans sa mission. En réalité, c'est une immense réussite. Tout le monde ne parle plus que de Nixon, tout le monde ne parle plus que de sa sincérité et de son authenticité. Il est donc loin d'être discrédité et il occupera bel et bien le poste de vice-président de Dwight Eisenhower. Le 19 novembre 1952, Dwight Eisenhower est élu président des États-Unis. Sa victoire doit beaucoup à Richard Nixon. Il devient son vice-président, un poste sans rôle réel et jusqu'alors sans avenir. Après ses 8 années dans l'ombre du président Eisenhower, il se présente à l'élection présidentielle de 1960 face à John Kennedy, mais il ne fait pas le poids face à ce jeune homme plein d'énergie. Kennedy joue sur son image, se met en scène, lui et sa famille, se montre en maillot de bain, alors que le républicain est toujours en costume. Il ne parle que très peu de son intimité et ne met jamais en scène son corps. Cette guerre de l'image est donc perdue par Nixon, battu de justesse par le démocrate. Il entame alors sa traversée du désert. Richard Nixon and his family have finally and officially come home. From the looks of the luggage and the waybills, they have returned lock, stock and Checkers the dog. Mais revenons à l'année où Nixon est élu président, l'année 1968. Il succède donc au gouvernement démocrate, désavoué parce qu'il n'a pas su régler le problème racial et qu'il s'est enlisé dans la guerre du Vietnam. Face aux valeurs défendues par Johnson, Nixon arrive avec son réalisme pragmatique assumé.
La première tâche du président, trouver une solution à la guerre du Vietnam. Il avait promis lors de sa campagne de sortir les États-Unis de ce conflit. Il veut diminuer les dépenses militaires et atténuer le gouffre financier que représente cette guerre. Très vite, il annonce le retrait progressif des soldats et les négociations s'activent avec le gouvernement nord-vietnamien. Et dans ses pourparlers, Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Dans ces négociations, un homme est au premier plan, un homme secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, un certain Henry Kissinger. The President, and for all of us who have been engaged in these negotiations, nothing that we have done has meant more than attempting to bring an end to the war in Vietnam. C'est Kissinger qui entame les négociations avec les Nord-Vietnamiens. C'est aussi Kissinger qui bombarde leur territoire quand ces derniers ne veulent pas lui donner raison. Kissinger est et restera très controversé. Pour les uns, c'est un des plus grands diplomates que les États-Unis aient connu. Pour les autres, c'est un criminel de guerre qui n'hésite pas à massacrer des civils quand il n'obtient pas ce qu'il a demandé. En janvier 1973, les accords de Paris officialisent la sortie des États-Unis de la guerre au Vietnam. I have asked for this radio and television time tonight for the purpose of announcing that we today have concluded an agreement to end the war and bring peace with honor in Vietnam. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc-Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. Mais ces accords seront constamment violés par les deux camps et la guerre ne se terminera pour les Américains que 2 ans plus tard, en 1975. Kissinger participe également à un autre volet de la politique étrangère de l'administration Nixon, le rapprochement avec la Chine. Depuis la prise de pouvoir de Mao Zedong en 1949, aucun président américain ne reconnaît officiellement le gouvernement communiste chinois. Kissinger multiplie les allers-retours à Pékin, il prépare la venue du président Nixon, qui se rend à son tour dans la capitale chinoise pour rencontrer Mao et reconnaître officiellement la Chine communiste. C'est donc une grande première. As I have pointed out on a number of occasions over the past 3 years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. That is why I have undertaken initiatives in several areas to open the door for more normal relations between our two countries. Et ce rapprochement est évidemment très stratégique. Les États-Unis constatent leur échec au Vietnam et leur affaiblissement dans le monde. Ils veulent trouver une autre solution pour endiguer la propagation du communisme et ils se rapprochent donc de la Chine communiste. Oui, on dirait que ça n'a pas de sens. What ? Eh bien si, ce rapprochement ne plaît pas du tout à l'URSS qui entretient des relations tendues avec son voisin chinois et pour éviter qu'une relation trop privilégiée s'installe entre Chinois et Américains, Moscou va devoir faire des efforts pour plaire à Washington. Le rapport de force entre les deux grands États-Unis et URSS penche alors du côté américain. Les soviétiques invitent même Nixon à Moscou en mai 1972, ce qui fait d'ailleurs de lui le premier président américain à se rendre en URSS. The Moscow reaction was that a summit which we had tried to achieve before the trip to China and in which they had been stonewalling us and tried to use it to put it kindly, blackmail us into untoward concessions or concessions we thought were untoward. Suddenly they agreed to the summit. And it unfroze our relations. Mais peu de temps après, Richard Nixon va être vivement contesté. Un événement va faire basculer son mandat, le scandale du Watergate. Le 17 juin 1972, année d'élection présidentielle, des cambrioleurs assez étranges sont arrêtés à Washington, dans un bâtiment dans lequel se trouvent les bureaux de campagne du candidat démocrate George McGovern. Ce bâtiment, c'est le Watergate, et les cambrioleurs ne ressemblent pas vraiment à des cambrioleurs. Ils sont en costume et sont équipés de caméras et de micros, ce qui est assez étrange quand même pour des cambrioleurs. Je vous ai recruté parce qu'on m'a dit que vous étiez les meilleurs. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Tu vas voir si c'est pas des conneries. C'est quoi la mission ? Bah oui, parce qu'au final, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, enquêtent alors sur cette affaire. Rapidement, ils comprennent que ce n'est pas un cambriolage. I'm Bob Woodward, Carl Bernstein from the Washington Post. Le profil des suspects est aussi très bizarre. L'un d'eux est un ancien de la CIA et responsable sécurité du CRIP,
le comité pour la réélection du président Nixon. Oh, comme c'est bizarre! Après une enquête approfondie avec l'aide d'un informateur secret, nom de code Deep Throat, un article accablant paraît dans le Washington Post. Ce papier accuse la Maison-Blanche de vouloir saboter ses opposants politiques, accusation très grave, Nixon dément formellement, et cette histoire n'impacte que très peu la campagne de 1972, puisqu'il est largement réélu président. Mais quelques mois plus tard, de nouveaux témoignages viennent remettre cette histoire au grand jour. Un conseiller du président avoue que ce dernier enregistre toutes ses conversations pour mieux écrire ses mémoires. Jusque-là, aucun rapport avec le Watergate. Mais ça veut dire que si Nixon enregistre toutes ses conversations, ces bandes contiennent forcément la preuve de son implication dans ce scandale. Très vite, l'attitude du président ne joue pas en sa faveur. Quand le procureur demande à obtenir ces bandes d'enregistrement, Nixon refuse de les donner. Sous pression, il finit par les soumettre, mais bizarrement, il manque 18 minutes. Très courageux, Nixon accuse alors sa secrétaire d'avoir supprimé ces passages par erreur. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Ça ne trompe évidemment pas grand monde, de toute façon, c'est trop tard, une procédure de destitution est déjà lancée contre le président. Pour éviter le déshonneur total, Richard Nixon démissionne de son poste le 9 août 1974. Le Watergate aura eu raison du président. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Depuis 30 ans, Nixon rêvait de la Maison-Blanche, il s'en retrouve exclu. Une image étrange achève son mandat. Le président démissionnaire monte dans l'hélicoptère pour quitter définitivement son poste, sourire aux lèvres, arborant le V de la victoire avec ses doigts. Après cette démission, les États-Unis ont besoin d'un nouveau pensionnaire à la Maison-Blanche, et comme le veut la Constitution, le vice-président prend sa place. Gerald Ford devient le 38e président des États-Unis.